Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde d'édition Afrique. On commence justement comme d'habitude avec la presse consacrée à l'Afrique et on commence avec RFI qui précise que cela fait justement près d'une semaine que l'armée sénégalaise a lancé une opération militaire en Casamance dans le sud du pays depuis dimanche 13 mars. Cette opération vise selon l'état-major à démanteler les bases MFDC de la faction du chef rebelle Salif Sadio. Peu d'informations filtrent sur le déroulement de l'opération militaire. Les récents combats ont provoqué des déplacements de population dans la zone frontalière. Et là, justement, une semaine de l'opération militaire sénégalaise lancée contre les rebelles de Casamance. Les affrontements poussent les populations à fuir. Selon les chiffres de l'Agence nationale gambienne de gestion des crises communiqués samedi, quelques 6350 déplacés et réfugiés ont été enregistrés dans la zone du Foni Kansala, au sud de la Gambie frontalière de la Casamance. De 6000 déplacés et réfugiés ont été recensés en Gambie, fuyant les violences depuis une semaine entre l'armée et des rebelles en Casamance. Dans le sud du Sénégal voisin, ont annoncé samedi 19 mars les autorités gambiennes. Depuis près d'une semaine, des témoignages font état de bombardements aériens et de tirs à l'arme lourde dans le nord de la Casamance. À Dakar, l'état-major ne fait pour l'heure aucun commentaire sur le déroulement des opérations et n'avance pas de bilan. L'armée sénégalaise a annoncé avoir lancé le 13 mars une opération contre des rebelles de Casamance séparés du nord du Sénégal par la Gambie. L'armée a déclaré que l'objectif principal était de démanteler les bases du chef militaire rebelle Salif Sadio, situé le long de la frontière nord avec la Gambie. Cette opération fait suite à un accrochage survenu fin janvier entre des combattants séparatistes et un détachement sénégalais de la force CEDEAO en Gambie présente dans le pays depuis 2017. 4 soldats avaient été tués et 7 autres tenus prisonniers jusqu'à leur libération le 14 février. Les personnes fuyant les violences et recensées depuis le 13 mars sont au nombre de 6350, dont 4508 déplacés, a indiqué samedi l'Agence nationale gambienne de gestion des crises. Elle a déclaré qu'à cause de la situation dans la région de Casamance au Sénégal, la zone du Foni Kansala était devenue un refuge sûr aussi bien pour les réfugiés que pour les déplacés. Ces personnes ne peuvent plus rester dans leur maison à cause de la proximité des combats et de manière globale des implications du conflit en cours. Le Foni Kansala, en territoire gambien et frontalier de la Casamance, est proche de la zone où se déroulent des combats entre l'armée sénégalaise et des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui luttent depuis 1982 pour l'indépendance de cette région. Le président sénégalais Macky Sall a fait de la paix définitive en Casamance la priorité de son second mandat. Là, on enchaîne avec la BBC qui précise que l'ambassadeur américain aux Nations Unies a déclaré que les États africains ne pouvaient pas rester neutres sur la guerre en Ukraine. Linda Thomas-Greenfield a noté que lors du vote de l'Assemblée générale, il y a 2 semaines, pour déplorer l'invasion russe de l'Ukraine, 17 pays africains, la moitié du total mondial, se sont abstenus et 8 autres n'ont pas voté du tout. L'ambassadeur a déclaré qu'il ne pouvait y voir de terrain neutre et que cette crise n'était pas simplement une compétition de guerre froide entre l'Occident et la Russie. Là, on passe au quotidien Le Monde qui écrit « L'Espagne et le Maroc ont mis fin vendredi, 18 mars justement, après d'un an de brouille diplomatique majeur lié à la question du territoire disputé du Sahara occidental après un changement radical de la position de Madrid. Nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l'absence d'actions unilatérales et la transparence et la communication permanente. » C'est ce qu'a écrit le gouvernement espagnol dans un communiqué. L'Express, de son côté, précise que c'est une atteinte grave à la liberté de la presse. Et c'est ce qu'a justement dénoncé jeudi la France après s'être vue signifier par la junte militaire malienne la suspension jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des antennes de la radio FRI et de la chaîne de télévision France 24 au Mali. En cause de la diffusion sur les 2 antennes du groupe France Média Monde de témoignages accusant les forces armées maliennes d'exécution et de pillage. Ces dernières semaines, la junte a signalé son intention de contrôler les médias
les médias étrangers en fait, et avait déjà expulsé début février un journaliste français de l'hebdomadaire Jeune Afrique. La menace terroriste n'a pas freiné la production du coton au Mali, puisque le pays retrouve sa place de leader de production du coton en Afrique devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, avec justement une production record de 760 000 tonnes pour l'année 2021-2022. L'information a été annoncée hier. En fait, l'information a été annoncée samedi, avant-hier, par un tweet du compte officiel de la présidence du Mali. La production se concentre autour de Sikasso, au sud du pays, région moins affectée par le terrorisme. Le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique avec un record de production de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, a déclaré samedi le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le colonel Goïta s'est exprimé lors de sa visite à Koutiala, à l'intérieur du pays, pour célébrer la fête du coton avec des coton-cutters de la région. Dans un communiqué, la présidence a souligné que cette performance a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles et l'augmentation du prix du coton graine qui est passé de 250 à 280 francs. En saluant la mobilisation des populations de Koutiala, Assimi Goïta a souligné que le nouveau Mali doit réaliser des grandes choses pour le bonheur de tous les Maliens. La présidence a indiqué que les chefs de village avaient promis de faire quelque chose d'inédit, qu'ils les avaient fait et que grâce à eux, le Mali était redevenu premier producteur de coton en Afrique. Selon la présidence, les coton-cutters ont donné l'exemple à tout le Mali. Il y a eu des difficultés comme le mauvais prix du kilogramme de coton et la cherté des intrants. Mais ces problèmes ont pu être résolus grâce au gouvernement et aux opérateurs économiques. Dans un discours en Bambara, une des langues nationales du Mali, Assimi Goïta a invité les Maliens à l'unité pour sortir le pays de la crise. Il a conclu qu'il souhaitait que quand un Malien avait des problèmes, les autres se mobilisaient et qu'il ne devait plus commettre les erreurs du passé. À présent, Madame, Monsieur, je vous laisse justement avec la poterie qui a longtemps fait la fierté de la ville de Gariane dans le nord-ouest de la Libye avant de décliner au fil des années pour tenter de sauver leur métier ancestral. Les artisans misent désormais sur la vente en ligne. C'est Shamsenem, notre collègue, qui vous propose plus de détails sur la poterie et cette industrie justement où ce travail d'artisanat et d'artisans en Libye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Excellente justement suite de cette édition d'Autour du monde et à la prochaine. Sur l'une des principales avenues de la cité surnommée par les Libyens capitale de la poterie, les pittoresques étoiles spécialisées s'enchaînent. Hormis des plats, cruches, pichets, tagines, pots à fleurs ornés de dessins traditionnels peints à la main, les échoppes exposent aussi des centaines de gargoulettes et articles en terre cuite destinés à stocker l'huile d'olive locale ou à rafraîchir l'eau en été. Néanmoins, les temps sont durs. Si la poterie fut longtemps florissante dans cette modeste ville de 160 000 habitants, nichée aux portes d'un massif montagneux, elle fait aujourd'hui face à une pénurie de main-d'œuvre, une hausse des prix des matières premières, une commercialisation en dents de scie et une concurrence de plus en plus rude. Moïd Chabani n'est pas artisan et rien ne le prédestinait à travailler dans la poterie. Sans diplôme universitaire de physique en poche, cet entrepreneur
a affronté la morosité du marché national de l'emploi avant de se lancer il y a 4 ans, un peu par hasard, dans la vente en ligne d'articles de poterie fabriqués dans un atelier qu'il a ouvert à Rardian. Les commandes se font directement sur des pages Facebook et Instagram dédiées, animées par une dizaine de personnes, de la vente à la mise en emballage jusqu'à l'expédition. Des machines d'emballage sur lesquelles a investi le jeune entrepreneur permettent de s'assurer que les produits arrivent intacts chez leurs destinataires. Son objectif, se faire une place dans un marché sans frontières et résister à la concurrence des produits importés de Chine, de Turquie et des pays voisins. Mais dans ce pays en proie au chaos depuis la chute du régime, les défis sont de taille. Outre les écueils logistiques, les réglementations d'échange est très professionniste, le système bancaire archaïque. Le paiement se fait en Europe, l'argent est ensuite retiré et remis aux commerçants. Malgré tout, Sharbani arrive à expédier ses produits en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.